toute façon, le business qui te rend millionnaire ou qui te rapporte ton premier million, c'est jamais le premier que tu lances, tu vois. Donc, Mais en fait, si t'as 100 000 et que t'as aucun taux d'engagement, ça sert aussi strictement à rien. Et c'est ce que j'ai fait en première, tu vois, je suis passé à 15 000 € en première. Je pars de zéro, par exemple, ou un abonné est en train de regarder la vidéo et part de zéro. Ce serait quoi pour toi le top 3 des réseaux où il faudrait qu'il se lance? Bienvenue dans un nouvel épisode de 24 questions avec. Aujourd'hui, on reçoit Manoa, un entrepreneur à succès. On est parti. Manoa, salut. Salut Lucas. Merci d'avoir répondu de façon favorable à mon invitation. Avec grand plaisir. Comment tu vas? Très bien, un petit peu fatigué par rapport à tous les projets, mais de toute façon, tu vas nous en parler, très cool. Est-ce que rapidement, pour le grand public, tu peux te présenter, dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais actuellement, et après, de toute façon, on reviendra un peu sur ton parcours. Ouais, Manoa, du coup, chef d'entreprise, entrepreneur, 21 ans. J'ai créé Fortumedia en 2018-2019, qui est devenue une des plus grosses pages d'entrepreneuriat en France. J'ai fait mon premier million à 19 ans, sans montrer ma tête, avec donc Fortumedia. Et aujourd'hui, je me suis spécialisé dans la formation et le service, qui sont donc deux de mes business principaux autour d'OnlyFans. Donc, c'est ce que j'ai démocratisé un petit peu en France, c'est l'OFM, qui est aujourd'hui mon cœur de métier. Et là, dans les commentaires, ça y est, il fait du OnlyFans, etc. De toute façon, il va nous en parler. Rapidement, si on revient un petit peu dans le passé sur ton enfance, ça a commencé quand, cette sensation ou cette volonté de vouloir entreprendre? Vers 15 ans, un petit peu par hasard, puisque j'avais un serveur Minecraft. Que j'avais créé, exactement, que j'avais donc payé. Ça me coûtait 13 € par mois, ce qui était énorme pour moi à l'époque. Et donc, je me suis dit, c'est la moitié de mon argent de poche. C'est beaucoup. Donc, comment est-ce que je fais pour annihiler ces coûts-là? Et donc, en fait, j'ai eu l'idée, comme faisaient les gros serveurs Minecraft à l'époque, de vendre des grades VIP. Et j'ai fait une annonce sur le serveur et j'ai vendu 5 grades VIP dans la même journée, ce qui faisait 25 €. Là, gros déclic. Où tu t'es dit, ça y est, je commence à gagner de l'argent et tout. Voilà, c'est bon, je suis riche là. Et après, de fil en aiguille, il y a eu d'autres petites activités, on va dire. Bah oui, puisque du coup, lorsque j'avais atteint le plafond de verre entre guillemets, des gens qui venaient sur mon serveur qui payaient le grade VIP. Fallait plus de clients, plus de nouvelles personnes. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube. Et donc, je me suis spécialisé dans le montage. Et sur Facebook, je disais que je faisais du montage. Donc, des gens venaient, m'écrivaient en privé pour avoir du montage. Pareil, je prenais 20-25 € le montage. Formidable. Et donc, en fait, de fil en aiguille, c'était du bricolage, quoi. C'était de la débrouillardise où je faisais un petit peu tout ce qui passait devant moi, en fait, juste pour faire un petit peu de fric pour pouvoir payer un PC gamer et des jeux vidéo. C'est un conseil que tu donnerais ou pas quand on est jeune et qu'on a le temps au final? Parce que c'est vrai que je trouve plus on vieillit, entre guillemets, plus on voit que cette notion de temps, c'est le truc pour moi le plus important, tu vois, aujourd'hui, au-delà de l'argent, etc. Est-ce que tu dirais que jeune, tu conseillerais d'essayer de toucher un peu à tout, de lancer des projets, etc., pour en vrai se casser un peu les dents et comprendre un peu l'entrepreneuriat, pour après, par la suite, avoir quand même un mental solide pour essayer de lancer de plus gros projets? Oui, de toute façon, le business qui te rend millionnaire ou qui te rapporte ton premier million, c'est jamais le premier que tu lances, tu vois. Donc, pour moi, la clé pour réussir, entre guillemets, vite, parce que je dis vite, c'est 5 ans, c'est pas 2 mois, c'est justement de faire de la merde, mais de faire de la merde très vite. Et à une grosse cadence, quoi. C'est-à-dire, tu lances ce truc-là, tu te foires, c'est pas grave, soit tu persévères parce que tu vois qu'il y a une vraie opportunité, soit tu passes au suivant. Et tu fais ça de manière industrielle, quoi. Moi, c'est ce que je faisais. C'est, allez, chaîne YouTube, ça commence à rapporter, super. Tu vends du montage? Je vends du montage. Tu vois, je vendais même pas du montage, mais on me disait, t'en vends? Bien sûr que j'en vends. Bien sûr que j'en vends. Pourquoi pas, et du coup, t'as commencé sur Facebook, c'est ça, comme tu disais, à faire un peu de démarchage et après, c'est parti sur le montage. Mais en fait, je faisais du building public sans le savoir. Tu peux expliquer un peu le concept building public, parce que c'est quelque chose qui marche très bien en ce moment, c'est en plus sur les réseaux. Building public, c'est quand tu montes un projet, que tu crées un nouveau business ou que tu le scales, peu importe, et que tu fais tout ça publiquement sur soit Instagram, TikTok, en fait, que tu documentes ce que tu fais jour après jour. Et les gens s'attachent de malade, les gens voient l'intérieur d'un business, c'est super intéressant, ils connectent avec toi, émotionnellement, ils voient les galères, etc. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mon SaaS, par exemple. Et c'est ce que je faisais à l'époque déjà sur Facebook, où je disais, voilà le montage que j'ai fait pour telle personne, voilà ce que ça a donné, la personne n'était pas satisfaite, c'est pas grave, j'ai fait des retouches. Donc moi je faisais vraiment dans le détail, même si je savais pas que c'était véritablement du building public à l'époque. Et tu dirais, par rapport à la notion des parents, tu dirais qu'aujourd'hui tes parents sont fiers de toi ou pas?
Oui, relativement. Après, forcément, le côté OnlyFans, je pense pas que ça soit le truc qui leur plaise le plus. Mais ouais, quand ton gamin, tu vois, il a pas de diplôme, il fait son premier million à 19 ans, il a 6 boîtes et tout. Oui, je pense. Oui. Bien sûr. Pour revenir un peu sur la partie que tu viens d'énoncer, pas de diplôme, etc. C'est quoi du coup un peu ton background scolaire? Moi, j'étais très bon élève jusqu'en seconde. Ouais. Donc brevet, mention très bien. C'est pas un fait d'armes incroyable non plus, tu vois. Mais à l'époque, je crois qu'aujourd'hui, en vrai, il le donne clairement le brevet limite. Même tu sais que moi, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, j'ai 21 ans, tu vois. C'est vrai. Et en seconde, du coup, j'ai découvert véritablement l'entrepreneuriat avec YouTube, les montages, et ça commençait à bien marcher. Et là, je me suis dit, tu vois, là, je suis seconde, je devais être à 800 € par mois, 900, je sais plus exactement. Ce qui est ouf déjà, quoi. Ce qui est ouf, et du coup, je me dis, est-ce que je vais faire 5 ans d'études pour gagner le double de ce que je fais maintenant, ou est-ce que juste je trouve un moyen de gagner 2 fois plus? Ouais. Et c'est ce que j'ai fait en première, tu vois, je suis passé à 15 000 € en première, en faisant des sites web, des machins, etc. Et les gens dans ta classe, ils savaient que tu gagnais un peu ce genre de montant ou pas? Au début, non. Mais moi, j'étais très revanchard avant d'avoir fait quoi que ce soit, tu vois. Avant d'avoir commencé la bataille, j'étais déjà revanchard. Okay. Donc, je leur disais, ouais, en fait, les gars, vous avez rien compris. Le futur, c'est Internet, en fait. Et c'est le business en ligne. Il y a des mecs sur Internet, ils gagnent 5 000 € par mois. Vous vous rendez compte ou pas? C'est un peu ridicule avec le recul, mais... Ouais, mais en vrai, et du coup, c'était quoi un peu? Ils te regardaient avec des gros yeux ou... Ah ouais, moi, on se foutait de ma gueule, machin. Je dormais en cours et puis... la prof me réveillait et puis t'avais 2-3 mecs qui faisaient alors le futur millionnaire il est pionce. Aujourd'hui tu l'es. Voilà. Et on sait pas où ils en sont eux, tu vois. Donc ça serait intéressant, je trouve, tu vois, toujours d'essayer. Je sais pas si ça a été le cas peut-être pour toi. C'est vrai que comme t'as dit, t'es encore jeune dans le business en ligne, de rencontrer des gens que tu connaissais à l'école et de les revoir aujourd'hui dans une situation actuelle. Ah ouais, tu peux nous raconter ou pas? C'est très drôle. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois et t'as toujours les mecs qui, alors là, c'est même plus tu retournes ta veste, c'est tu la retournes, tu la repasses. Je peux travailler avec toi, quoi. Ouais, non, mais, oui, j'ai déjà reçu des, du coup, t'embauches pas, Okay. Non, vraiment pas, et surtout pas toi. Ouais. Et, ouais, des mecs qui te disent, tu sais, en vrai, j'ai toujours cru en toi. Ouais. Alors que non, en fait, ils te traitaient comme une serpillière il y a 5 ans, mais maintenant t'as 100K sur Insta et puis on sait que tu gagnes de la thune. Ouais, en fait. Ouais, c'est ouf ça, je trouve, ce retour de veste. Moi, ça m'est arrivé un peu sur les réseaux aussi, tu vois, où au début, tu fais des vidéos dans ta chambre et tout, tu vas pas en soirée, pas de sortie avec tes potes ou quoi que ce soit, et au final, après, 2-3 ans après, ils te disent, j'ai une idée d'agence avec toi ou un truc comme ça, et au final. Moi, je suis pas revanchard, tu vois. Je me souviens juste de ce qu'on m'a dit, et je reste bienveillant, tu vois, avec les personnes. Sur le système scolaire, du coup, actuel, en France, est-ce que tu penses qu'il l'aide à entreprendre ou pas? Comment est-ce qu'il pourrait aider à entreprendre? C'est quoi ta vision du système scolaire français? Tu vois, toi qui au final a arrêté les études pour te lancer dans le business en ligne, c'est quoi un peu toi ta vision du système scolaire actuel, pardon? Moi, je trouve ça aberrant qu'à l'école, on t'apprenne rien sur la fiscalité, sur la comptabilité, sur le fait de payer ses impôts, sur le fait de comment comprendre le système d'assurance, par exemple, comprendre comment fonctionne l'argent, etc. C'est des notions que t'as pas du tout. Alors que, et encore une fois, je sais que l'école, on dit ce qu'on veut, c'est un gros truc d'entrepreneur, ça te dire, l'école t'apprend pas à devenir un entrepreneur. Bah non, encore une fois, parce que systémiquement, c'est tout à fait normal que... C'est comme si un médecin disait, attends, on n'apprend pas du tout la médecine en cours. Ah, enculé, c'est normal, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, c'est que du théorique. Ça t'apprend à être un beau toutou. Ouais. Et il manque plein de trucs. Oui, où faudrait qu'il y ait ça à l'école, quoi. Okay. La compta, la fiscale, juste des trucs de base, tu vois, en fait. Et toi, du coup, tu conseilles aux jeunes, on va dire, de se former rapidement, YouTube, formation en ligne, ce genre de choses? Si tu veux devenir entrepreneur, si tu veux monter un business qui marche, la dernière des choses à faire, c'est de te dire, je vais faire un bac +3 entrepreneuriat, quoi. Ouais. Évidemment. Faut être autodidacte quand tu veux devenir entrepreneur. Ok. Tu penses que c'est une des grandes qualités des entrepreneuses d'ailleurs à succès aujourd'hui, d'être autodidacte, d'être curieux, d'essayer d'aller chercher l'info par soi-même, etc. Oui. Ouais. Pour moi, c'est limite la qualité, quoi. Okay. C'est vraiment le truc de dire, vas-y, allez tous vous faire foutre, je vais apprendre et comprendre tout seul dans mon coin. Ouais. Et je vais me démerder. Et pareil, ce qui est génial, c'est que du coup, l'entrepreneuriat, il y a que ceux qui le veulent vraiment, en fait, qui apprennent comment ça marche. Parce que vu qu'on te l'apprend pas à l'école, tous ceux qui se forment, s'intéressent à ça, c'est qu'ils l'ont vraiment voulu, qu'ils ont fait des recherches, qu'ils se sont formés, qu'ils ont payé des trucs, des formations, des bouquins. Donc, moi, en fait, je trouve ça un petit peu juste que ça soit pas enseigné à l'école. Comme ça, c'est
uniquement ceux qui le veulent vraiment, tu vois, qui ont accès à ces infos. Ouais, ceux qui vont vraiment tryhard le truc, du coup, qui ont potentiellement plus de chances que ceux qui vont rester, on va dire, à une petite échelle. On va passer sur le sujet un peu Fortu Media, pour que tu expliques un peu aux gens ce que c'est, etc. Parce que tu as quand même décollé sur Instagram sans montrer ton visage. Et ça, je trouve qu'à l'heure actuelle, dans le game des réseaux sociaux, c'est quelque chose de très compliqué, mais ça peut marcher, t'en es la preuve. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le début de Fortu Media, le succès, etc. et l'idée? Ouais, en fait, c'était du coup 2018-2019, je crois que c'était 2019, où je me dis, bon, ça va forcément intéresser quelqu'un, en tout cas quelques-uns, un lycéen qui se lance, qui fait 2000 € par mois avec son business de vente de site web. Moi, en tout cas, ça m'intéresserait si c'était pas moi, tu vois. Et du coup, j'avais pas envie de mettre Mano à la branche à l'époque. Donc, je me dis, je vais parler d'argent, d'entrepreneuriat, fortune. Et puis, je vais créer du contenu, donc média. Donc, Fortune Média. Je me dis, ça, c'est un bon nom, ça. Alors que c'était un peu moche, Fortune Média, tu vois. Rien qu'à dire, c'est pas dingue. Ouais. Et en fait, c'était déjà pris. Okay. Donc, j'ai mis Fortu Média, parce que c'était beaucoup mieux. Avec le recul. C'est vrai. Et voilà, j'ai fait un logo. Je l'ai pas changé depuis le logo. Hein. Ok. C'est le FM là, c'est ça. Exactement. Je l'ai fait en 2 secondes. Je me suis dit, ça c'est top. Et puis, je pense 2 ans après, je l'ai modifié. J'ai mis un cercle rouge. Ouais. Grosse modif, tu vois, gros taf. Mais voilà, tu vois, le logo, je l'ai fait en 5 minutes. Ouais. Alors qu'il y en a tout le temps qui se prennent la tête. Faut que je fasse un logo, faut que je fasse un nom, etc. Et du coup, j'ai commencé à soit reprendre des idées que je voyais dans des livres, soit à prendre des posts américains, à les remettre à ma sauce et à les poster. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à faire 7-8 contenus Insta par jour, entre les stories et les posts. Okay. Je faisais aussi un podcast tous les matins et un email tous les soirs. Ok. Podcast audio tous les jours sur Spotify ou ce genre de trucs. Du coup, c'est encore trouvable aujourd'hui. Tu tapes sur Vie sur mesure, tu regardes les dates. À un moment, c'était tous les jours. Tous les jours, ok. Et en fait, j'ai charbonné comme ça pendant 2 ans à fond, avec donc une cadence de poste qui était démentielle. Et en fait, ça a bien pris, quoi, parce que pareil, je faisais des stories avec ma voix où je disais, ce concept marketing, c'est ça, et j'allais en profondeur, tu vois. C'était pas en mode brise tes chaînes et deviens libre, avec une photo de lion, tu vois. C'était en mode, alors le marketing, c'est ça, cet effet psychologique, vous pouvez l'utiliser comme ça, c'était profond et personnalisé. C'était vraiment de la vraie valeur, quoi. Et en plus, c'est de là d'où ça vient, pour la petite anecdote, les notifs Stripe. C'est-à-dire que dès que je recevais un paiement de client, je le mettais en story. Ouais. Et personne ne faisait ça à l'époque. Ouais. Et du coup, les gens étaient en mode, c'est vrai et tout, ils gagnent vraiment de l'argent. Et ça d'ailleurs, je trouve que c'est une tendance aujourd'hui, la notif Stripe, on la voit partout. C'est devenu un peu la preuve de valeur, on va dire. Toi, aujourd'hui, si tu vois, t'as un business à succès, après on reviendra rapidement sur Fortu Media, j'aimerais que tu donnes quelques conseils aussi, peut-être aux gens qui veulent pas forcément montrer leur tête aussi sur les réseaux. Ce serait quoi pour toi le meilleur format, on va dire, d'avis que tu peux proposer sur tes réseaux? Est-ce que tu conseillerais aux gens, s'ils ont des clients, de faire des avis vidéo, de faire des avis photos en story ou de mettre des petits trucs Stripe, etc. Toi, c'est quoi un peu ta stratégie actuelle là-dessus? En termes de preuve sociale, exactement. Okay. Si c'est de la preuve sociale, en fait, le mieux, c'est toujours la vidéo, quoi. Ok. L'avis, la forme de preuve sociale qui convertit, qui rassure le plus, c'est la vidéo de loin. Okay. Mais très dur à obtenir, surtout dans mon industrie, tu vois. Ouais. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est quand même bizarre, là, pour ta formation OnlyFans, il y a personne qui montre son visage. Du coup, je dis, mais toi, du coup, quand tu auras des résultats, tu voudrais que je monte ta tête à la terre entière? Non. Voilà. Voilà. Ok. Et ma promesse dans le programme, c'est sans montrer son visage. Donc, c'est normal que les membres de mon programme ne me fassent pas d'avis vidéo, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, malheureusement, je fais avec, mais oui, sinon, c'est délibérément ça. Vidéo, ok. Et du coup, pour revenir rapidement, si tu avais quelques conseils à donner pour les gens qui ne souhaitent pas montrer leur visage sur les réseaux, 2-3 petits tips rapides activables sur Insta ou TikTok à la rigueur. Je pense que TikTok c'est peut-être un peu plus dur parce qu'il n'y a pas forcément de story ou quoi que ce soit, de message privé. Mais genre sur Insta, ça serait quoi un peu complexe, en fait, il faut forcément un truc pour créer du lien. Donc soit t'es très très bon à l'écrit, mais ça nécessite vraiment des compétences rares, quoi. Ouais. Soit ton format ne requiert pas de la vidéo. Je pense par exemple à une meuf que je connais et qui a une page Instagram sur l'anxiété. Ok. Et du coup, elle a choisi de se montrer récemment, mais elle aurait vraiment très bien pu ne pas le faire, tu vois. Okay. Et en fait, elle fait des dessins donc sur l'anxiété, etc. Elle image ses sensations, etc. Et du coup, les gens, ils résonnent à fond parce qu'ils disent putain, ouais, enfin quelqu'un qui en parle. Et puis, vu qu'elle dessine à l'iPad, c'est super bien imagé. Tu vois, les gens, ils résonnent avec ça à fond. Et elle aurait pu très bien ne pas montrer son visage. Mais en fait, il faut arriver à contrebalancer le manque de confiance et de connexion émotionnelle
que peut instaurer le fait de pas montrer son visage avec quelque chose d'autre. Ça peut être soit du dessin, soit être très très bon à l'écrit, soit utiliser sa voix. Moi, c'est ce que je faisais par exemple. Donc tu peux tout à fait le faire, mais par contre ça a demandé du taf en fait. Ça a demandé plus de taf si tu veux réussir sans montrer ton visage. Rapidement, avant de passer sur la grosse partie, on va dire OF et ton business actuel et tes business actuels, parce qu'on parlera aussi du SaaS. Si tu avais à nous donner un petit top 3 là, des réseaux pour 2024, ou quelqu'un où je pars de zéro par exemple, ou un abonné est en train de regarder la vidéo et part de zéro, ce serait quoi pour toi le top 3 des réseaux où il faudrait qu'il se lance? LinkedIn, si tu fais du B2B. Ouais. L'objectif étant de gagner de l'argent au final quand même. Hein. YouTube et Insta. Ok, TikTok sur le côté? Non, j'ai un problème avec TikTok. Ça se trouve, on a le même avis. Hein. Vas-y, je te laisse. Non, mais en fait, TikTok, c'est génial. Tu prends l'exemple d'Alexis Chenz, que je connais. Et lui, TikTok, ça a fait son succès, mais parce que ça a fait de l'awareness, en fait. Ouais, bien sûr. Mais en termes de conversion, c'est extrêmement difficile d'amener quelqu'un qui t'a vu sur TikTok à ne serait-ce qu'aller sur ton profil, à cliquer. Et en fait, même, c'est tellement broad que l'audience moyenne, elle rapporte rien, quoi. C'est des enfants. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Ce qu'on veut, c'est quand même toujours un peu. Et quand je dis des enfants, c'est pas forcément des mineurs. C'est des gogoles avec pas de pouvoir d'achat, tu vois. Ouais. De toute façon, tu préfères quoi? Tu préfères 1 million sur TikTok ou 100 000 sur YouTube? Il n'y a pas de débat. Ouais, on est d'accord. Il n'y a pas de débat. On est d'accord. Et d'ailleurs, toi, tu fais aussi, t'as une chaîne YouTube. De toute façon, on la mettra aussi dans la description de cette vidéo. Tu nous proposes quoi un peu comme contenu, du coup? Et oui, je suis YouTuber maintenant, avec du haut de mes 3000 abonnés actuels. Mais peut-être 3000 fidèles aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trop de gens, je trouve, qui se disent, ouais, je vais avoir 100 000 abonnés, etc. Mais en fait, si tu as 100 000 et que tu n'as aucun taux d'engagement, ça sert aussi strictement à rien. Oui, bien sûr. Non, mais tu as tout à fait raison. Et puis pareil, là, par exemple, sur une vidéo, une interview, je vais faire 4000 vues. Mais 4000 vues sur une interview vraiment business d'1h30. Solide. La valeur de la vue, elle est énorme, tu vois. Il y a que Yomi, Oussama, etc. qui arrivent à faire ça avec sans permission. Et Antoine Blanco. Et Antoine Blanco, évidemment. Mais c'est dans le titre, c'est Yomi Oussama, c'est pour ça que j'ai ce petit réflexe. Ce que je propose comme contenu, très souvent, c'est soit des interviews, soit un format que j'aime bien, c'est je me pose devant mon iPad et je gribouille des trucs. Mais par contre, je parle en profondeur des choses, quoi. Okay. Je fais des schémas, des machins, on parle de fiscalité, de choses comme ça. Ouais. Et moi, je sais que, étonnamment, par exemple, j'ai fait une vidéo qui doit avoir 1100 vues à l'heure actuelle, de 40 minutes. Je l'ai faite vraiment 40 minutes, juste le temps d'enregistrer, quoi. Ouais. Et en fait, j'explique comment ça fonctionne, la fiscalité d'une agence OnlyFans. Et c'est juste moi qui gribouille, donc pas de montage, pas de machin, rien. Mais en fait, vu que c'est tellement poussé et que c'est juste de la valeur gratuite, la vidéo, elle m'a rapporté 5 ventes de ma formation. C'est ouf. Donc 5 ventes à 1000 balles, tu vois. Ouais, c'est... Parce que les gens se sont dit, putain, s'il est aussi calé là-dessus, qu'à un seul point... Et en plus que personne ne parle de tout ça, ouais moi je prends l'information, tu vois. Mais je trouve qu'on est dans une tendance aussi où sur YouTube, moi je le vois, là récemment, je sais pas si t'as vu, il y a Squeezie qui a fait un reportage sur Amazon Prime de sa vie, etc. Et qui a décidé maintenant de mettre un peu un stop sur YouTube et d'arrêter, de souffler un peu. Je trouve qu'on est en train de revenir un peu dans le YouTube un peu plus, alors attention, un peu plus vrai, c'est-à-dire en termes de montage, un peu peut-être beaucoup plus brut. Tu vois, les surproductions, j'ai l'impression que des fois, ça peut essouffler les créateurs. Alors que, t'en as l'exemple, ok, t'as pas fait 100 000, 200 000 vues, etc. Mais 1100 vues, ça t'a rapporté quand même 5 ventes. Donc au final, des fois, un montage très brut où je vais donner vraiment des trucs très concrets, ça peut apporter une certaine conversion que peut-être des grosses vidéos, des fois, n'apportent pas. Oui, bien sûr, carrément, tout à fait. Actuellement, donc, on va passer au sujet primordial, on va dire, de la vidéo. Est-ce que du coup tu peux nous parler de tes activités actuelles et comment tu en es arrivé à te dire je vais me lancer là-dedans? En fait, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai découvert que les plateformes de contenu exclusif type Mime, OnlyFans, Fansly, Fanvu, je connaissais même pas les 2 autres. Moi, à force, du coup, forcément. Ouais, bien sûr. Il y a Encore aussi. Et je crois que je connais quelqu'un qui est dessus aussi. Ok. Tout à fait. Et en fait, j'ai découvert que ces plateformes-là proposer un programme d'affiliation à base de tu recrutes une meuf qui veut se lancer sur ces plateformes-là, une modèle, tu prends 10% de ses revenus à vie. Et là, je me dis, non, il doit y avoir un glitch. Tu vois. Puis moi, j'avais vu les vidéos de Astrid Nelsia, Polska, etc., qui faisaient des montants à 6 chiffres. Et je me dis, mais là, du coup, si elle était passée par mon lien, je toucherais 10K par mois en passif. Et je me dis, limite, c'est pas possible. Trop beau, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, je connaissais une fille et je savais qu'elle hésitait à se lancer depuis pas mal de temps. Et donc, je l'appelle, je fais, du coup, qu'est-ce que t'attends? Et tout, elle me dit, je sais pas, juste des questions, mais je trouve pas la réponse. Je dis, écoute, ça tombe bien. Je suis là. Je suis là. Et donc, elle s'est inscrite via mon lien.
Et elle a commencé à faire de la thune avec. Et j'ai vu mon compte être crédité. Et je crois que j'ai fait 10-20 balles la première journée, quoi. Ok. Je me suis dit, attends, en plus, c'est des abonnements. Donc, je vais prendre 10-20 balles par mois. C'est rien, mais en fait, c'est le début, tu vois. Bien sûr. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai monté le truc, j'ai taffé le truc. Là, par exemple, l'affiliation, ça m'apporte 3K net par mois. Juste l'affiliation. Sans rien faire. Rien, mais du tout. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas touché, quoi. Et les revenus augmentent parce que les créatrices, elles se sont formées, elles se sont entourées d'agences, etc. Donc, et donc, mon salaire ne cesse d'augmenter. Donc, c'est bien, je reste au-dessus de l'inflation, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai découvert ça comme ça. Quelques mois après, j'ai reçu un email d'un certain Hector, qui en fait s'était lancé depuis de nombreuses années dans cette industrie-là. Et il avait des sites de dropshipping de sextoys, il avait de l'affiliation mime, il avait une agence OnlyFans. Et c'est là où je découvre ce que c'est que l'agence OnlyFans. C'est en gros, il y a des créatrices qui veulent se lancer sur mime, OnlyFans, etc. Et sauf que ça leur prend un temps dingue de gérer leurs réseaux sociaux, de trouver la stratégie TikTok, parce qu'en fait, c'est comme n'importe quel autre business, de faire la conversion, de parler aux clients, de vendre des médias privés, etc. Et toi, en tant qu'agence, tu lui dis, écoute, moi, je m'occupe de tout ça en échange d'un pourcentage. Et je me dis, mais c'est un business génial. En plus, c'était ultra sulfureux, donc ultra en adéquation avec mon image. J'ai lancé la formation, ça a fait 45 000 € en 24 heures. Sold out, les 100 places, quoi. Et je me suis dit, putain. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis spécialisé là-dedans pour au final virer toutes mes autres formations et me focus que là-dedans. D'ailleurs, avant de continuer un peu sur le sujet, ce serait un conseil que tu donnerais, et moi j'ai vu que des années en arrière, c'était un peu un défaut et j'ai gommé ça. C'est que souvent, on essaye de tenter plein de choses, mais du coup, on n'est pas à 100% sur toutes les choses. Et rapidement, beaucoup de personnes m'ont donné le conseil où, Lucas, il faut que tu focuses sur un seul truc, tu le tryhard à mort plutôt. Et après, t'auras beaucoup plus de chances que ça fonctionne que d'essayer de tryhard 6 trucs à la fois. Ah évidemment, en fait, c'est le gros problème de l'entrepreneur. Il y en a même qui se définissent par ça. C'est des multipreneurs, des multipotentiels. Bon, en termes de bullshit, là, on atteint des records, tu vois, mais l'entrepreneur étant curieux de nature, on en parlait juste avant, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être super intéressé par ton truc et donc avancer très rapidement, mais tu vas aussi, c'est l'autre côté du glaive, te prendre le retour du bâton parce que t'es super intéressé, mais partout. Ouais, c'est ça. Et donc, mais ça c'est génial, mais vas-y, je peux lancer ce petit side business, ça me prendra pas trop de temps, ça va être passif. Pas du tout. Pas du tout. Ça va te prendre plus de temps, d'énergie que ton business principal et ça va être moins rentable que si tu mettais ce temps et cette énergie dans ton business principal. Donc, moi, de plus en plus, je me suis dit, bon, en fait, tous les projets en dehors du X, de tout ce qui concerne l'OFM, j'arrête et je me lance que là-dedans, quoi. Et en fait, c'était super rentable parce que du coup, quand tu as un business qui marche bien et que tu dis tiens, je lance un autre truc dans une niche complètement différente où le business model est complètement différent, tu repars quasiment de zéro. Alors que moi, j'ai lancé la formation pour apprendre aux gens à créer leur agence. Après, je me suis dit putain, je vais diversifier, mais je me suis pas dit tiens, je vais lancer une agence de je sais pas quoi, tu vois. Je me suis dit non, on va prendre des parts dans une boîte avec une meuf qui apprend aux femmes à se lancer en tant que modèle. Comme ça, on a un écosystème. Et puis après, on va lancer un SaaS dans cette thématique. En fait, je vais toujours dans le prolongement de ce que j'ai déjà bâti. Le business OnlyFans Mime, pourquoi selon toi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans notre société, on va pas se mentir, quand on voit les chiffres, comme tu as cité Astrid Nelsia, Léana, Opolska, ce genre de créatrices font tous les mois. Pourquoi, selon toi, c'est un business qui marche ? Parce que c'est l'industrie du charme. Donc, depuis la nuit des temps, c'est une industrie qui rapporte énormément. Et aujourd'hui, en fait... c'est at scale, comme absolument tous les business qui marchaient déjà bien il y a une dizaine d'années. Là, avec les réseaux sociaux, la pub, Internet, etc., en fait, ce qui marchait déjà bien, ce qui rapportait déjà, il y a eu un coef multiplicateur de malade. Et donc, elles, effectivement, c'est des femmes qui sont désirées et désirables et qui, en fait, peuvent manager combien de gens vont la désirer, quoi, en passant sur TPMP, en faisant une vidéo bad buzz, etc. Et donc, c'est juste un business où il n'y a aucun coût, où il y a une demande qui est ultra forte et où, forcément, avec Internet, tu peux faire des sauvageries en termes de bad buzz, d'audience, etc., quoi. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs, on va dire, dans le business, mais encore très peu, je trouve. Il y en a peut-être qui le font, tu dois sûrement connaître, mais il y en a peut-être qui le font en sous-marin, etc. Pourquoi toi, tu as pris le parti au final d'expliquer ce que tu faisais, de dire ouvertement, voilà, je fais cette agence, et de pas au final faire un peu comme Fortu Media, rester dans l'ombre et faire ça petit à petit? Moi, déjà, mon cœur de métier, quand même, ça reste l'infoproduit, quoi.
Donc j'ai toujours un intérêt à en parler. Par exemple, pourquoi, on en parlait juste avant, les gens m'écrivent en me disant « je rejoins la formation, par contre je veux rester anonyme ». Je dis bah, pas de souci, tu vois, on préservera ta confidentialité. Mais sauf que moi, j'ai un véritable intérêt à montrer. Mais pareil, c'est un calcul de bénéfices et conséquences, quoi. Moi, j'ai 1000 fois plus de bénéfices à dire ouais, je fais du OnlyFans parce que derrière, j'ai une formation à vendre aussi. Bien sûr. Un mec qui a juste une agence, il a aucune raison de le dire parce qu'en fait, juste, il va avoir tout à y perdre en termes de réputation, de social, etc. Et d'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs tout beau, tout sourire, tout propre de LinkedIn où, bah, en fait, leur super formation, etc. rapporte que dalle. Et en fait, leur seule source de revenus qui tient, c'est une agence OnlyFans. Ok. Bon, on les citera pas dans le je te dirai après. On dira en off. J'avais vu une question sur Internet qui, pas sur tes vidéos, je regarde. En vrai, moi, je suis très curieux. Donc, ça m'est arrivé plein de fois de regarder des mecs qui ont des agences OF aux States, etc. Bon, j'ai l'impression qu'aux States, par contre, tu me diras peut-être le contraire, mais les chiffres sont encore plus impressionnants qu'en France. Bah, le marché, il est énorme. Ouais. Toi, t'as pas eu cette idée peut-être d'essayer d'avoir des créatrices, des créateurs US dans ton agence? Encore une fois, c'est toujours à double tranchant ce genre de décision parce que tu te dis je vais aller sur un marché qui est bien plus grand. Oui, mais c'est un marché que tu connais pas. Tu vois. Et les seuls, par exemple, mecs que je connais qui œuvrent avec succès sur le marché américain, c'est parce qu'ils y vivent. Ok, d'accord. Et qu'en fait, ils comprennent les tendances, ils comprennent les mœurs, ils comprennent ce qui est dit tacitement, les codes, entre guillemets, de ce marché-là. Donc moi, j'ai toujours eu ce côté-là, et même pour mon SaaS, on en parlera sûrement après, de me dire, en fait, je vais toujours dans le prolongement de ce que je connais déjà. Comme ça, j'utilise mes avantages compétitif, concurrentiel, comparatif. Et donc, par exemple, bah voilà, mon SaaS, on va s'adresser aux créatrices françaises parce que c'est celles qu'on connaît avec Fortu Media, parce qu'on a notre communauté française, etc. Donc, à terme, bien sûr que j'ambitionne de conquérir le marché planétaire. Ouais, bien sûr. Mais pour l'instant, je pense qu'une croissance mieux réfléchie et plus soutenable sur le long terme. Ok. C'était ma question. J'avais vu ça traîner sur Twitter. Tu réponds quoi aux gens qui disent que OnlyFans, Mime, etc., c'est de la prostitution déguisée? C'est mot pour mot ce que j'ai vu sur un tweet. En fait, prostitution. En fait, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, factuel. Prostitution, c'est quand il y a rémunération en échange d'un service sexuel, corporel, physique. Il n'y a pas ça avec Mime OnlyFans. D'ailleurs, si tu essayes d'arranger un rendez-vous via Mime OnlyFans, à chaque fois, tu as un service de sécurité qui te bloque. Tu ne peux pas organiser de rendez-vous, tu ne peux pas utiliser Mime OnlyFans comme passerelle de paiement pour la prostitution. Tout comme d'ailleurs ma plateforme qu'on est en train de créer, tu es obligé d'ailleurs légalement de mettre en place des dispositifs pour qu'il ne puisse pas y avoir de prostitution. Donc, je réponds quoi à ces gens-là? Bah écoutez, si vous voulez croire un truc qui n'est pas vrai, amusez-vous. Les créatrices de contenu... Ouais, c'est comme des créatrices de contenu X et Y, lambda, sauf que oui, bah, c'est du contenu X. Et puis pareil, il y a une énorme hypocrisie parce que ces mecs-là qui disent alors les créatrices Mime OnlyFans, c'est vraiment toutes des putes, machin, un truc, c'est des mecs qui, après avoir déposé leurs commentaires de merde sur Twitter, tu vois, vont ouvrir Pornhub pour aller se faire du bien. Ouais, c'est vrai. Sur des meufs qui ont des conditions de travail déplorables, qui sont payées que dalle, etc., quoi. Et eux, en regardant sur le site, ils soutiennent ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que dès que tu vas sur Mime OnlyFans, tu soutiens vraiment une créatrice qui est libre, qui risque pas de se faire violenter, qui va très bien gagner sa vie, etc. Moi, après, je trouve que ça marche aussi parce que il y a un peu ce truc de relation intime. Tu vois, c'est comme si tu avais une relation avec la créatrice où tu te dis, waouh, c'est comme entre guillemets ma meuf. Je lui envoie des demandes de photos, elle me les envoie, etc. Elle chatte avec moi. Donc, je pense que ça marche aussi bien parce que tu as ce côté intime. Mais c'est vrai qu'après, tu sais, quand tu poses un peu les choses. Il y a des gens, et bon, la vie est louable, il n'y a pas de problème, et qui se disent, mais en fait, pourquoi payer alors que tout est gratuit sur Internet, tu vois? Mais je pense que ça marche parce que du coup, tu as ce côté vraiment intime. C'est de la relation, en fait. Qui fait que, tu vois, des fois, on voit plein de stars qui demandent X euros pour souhaiter un bon anniversaire, où t'envoies ton prénom, ils t'envoient une vidéo, etc. Finalement, on est un peu dans le même business, sauf que là, bon, ok, c'est du X, quoi. Bien sûr. Et ça dérange juste les gens par rapport à l'espèce de sacro-sainte morale chrétienne qui subsiste en France, quoi. Donc ça fait 2 ans, comme tu disais, que t'as lancé ça. Est-ce que t'as vu une évolution, déjà, comme t'as dit, t'as une formation, dans la demande des gens qu'ils ont à se former, à vouloir lancer ça? Est-ce que t'as vu le nombre d'agences exploser, etc.? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, la bulle, entre guillemets, agence formation OnlyFans va exploser? C'est quoi un petit peu ta vision sur le long terme sur cette partie-là?
Bah, moi, j'ai quand même eu, entre guillemets, la chance ou l'intelligence peut-être d'être le premier. Donc, moi, la concurrence derrière me fait pas trop peur, quoi. Surtout que je pense avoir pris un bon créneau on fait ça sérieusement, c'est un vrai business, on fait les choses professionnellement en France, etc. Et on n'est pas en mode gros cul Dubaï, Lambo, lol, tu vois. J'ai cité personne et je sais pas, t'as l'air d'avoir pensé à des gens. Non, mais voilà. J'ai eu des... En fait, et puis j'ai rien contre encore une fois, hein, mais voilà, tu regardes les prénoms et le sérieux des mecs dans nos stripes, de nos clients, c'est pas du tout les mêmes, tu vois. Ok. J'ai que des mecs qui sont en France, qui créent des SAS, qui s'appellent Théo, Maxime, Antoine, machin. Je sais que de son côté, c'est pas des mecs qui veulent créer des SAS en France et qui s'appellent Lucas, quoi. Ouais. Tu vois. Ok. Et en termes c'est intéressant parce que tout à l'heure tu soulignais que sur ta chaîne YouTube, donc t'essayes vraiment de proposer des choses de valeur, où on va parler finance sur ton business actuel. Est-ce que tu peux nous parler rapidement en termes de juridiction? Est-ce que c'est un business un peu plus compliqué qu'un autre en France ou c'est pareil qu'un autre business? Moi, je me posais la question, tu vois. En fait, c'est un business où tu dois forcément, dès que ça rapporte beaucoup, c'est comme un investissement à haut rendement et un haut risque, tu vois. Ok. T'as jamais le beurre, l'argent du beurre et puis de la crémière, tu vois. Ça n'existe pas. Dès que forcément t'as un business qui rapporte trop, entre grosses guillemets, tu vois, ou par rapport aux autres, c'est beaucoup plus rentable de se lancer dans l'OFM que beaucoup d'autres business où tu fais beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement. Forcément, il y a des vices cachés, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que nous, dans la formation, tu as un quart du programme qui est sur l'aspect fiscal, juridique, légal, etc. Bah, super important de le souligner quand même. Parce que en fait, dès que tu touches au corps, au droit à l'image, au contenu X, par exemple, tout ce qui est sur ma plateforme là, en ce moment, ça fait 3 semaines qu'on bosse pour que ne puisse pas être upload du contenu biprat, mais bien sûr. Mais ce qui est normal, hein, attention. Mais forcément, ça demande d'être beaucoup plus précautionneux, de faire les choses bien, de faire des choses contractuellement, de créer des structures, etc. Et tu peux beaucoup moins être à la zub comme tu peux commencer en dropshipping, quoi. Ouais, ok, d'accord, je vois le délire. Je vais toujours me poser une question. Sur ce type de plateforme, et je le dis bien par curiosité, j'ai déjà été prendre des abonnements, etc. pour voir, parce que je suis curieux de voir, moi. C'est de la R&D, recherche et développement, bien sûr. Exactement. Oui, évidemment. Non, mais en vrai, j'étais tellement curieux et tout, j'avais pris 2-3 abonnements, etc. pour voir comment c'était constitué au final ce genre de plateforme. Est-ce que, et j'ai même pas tenté, tu vois, c'est une question que je me pose, vu que t'es un peu l'expert et que tu vas savoir y répondre, tu peux pas screen sur ce genre de plateforme? Non. Et c'est quoi, ça fait genre black screen comme si tu veux screen sur Netflix ou Canal, genre? C'est la même chose. Ouais. Ok. Et pareil, si toujours posé tu peux pas enregistrer sous. Après, bon, techniquement, tu peux prendre en photo avec comme tout. Ouais, oui, comme tout, bien sûr. En fait, c'est ce qu'on m'a dit récemment en mode mais il y a toujours un risque que ça traîne, que ça machin. Ouais, mais comme toutes les meufs qui ont envoyé un Snapchat un peu hot à leur mec ou à leur flirt, ça traîne, hein. Ils l'ont toujours. Hein. Non, mais c'est clair. Et puis Snap garde tous les snaps, donc en vrai, si un jour ils veulent tout ressortir. Oui, en plus, mais surtout que t'as plein de mecs, tu vois, la période lycée, fac et tout, tous les mecs, ils ont un deuxième téléphone, ils screen, tu vois. Ouais, c'est un gros tout le monde au lycée essayait de chercher des tutos comment screen et sans se faire pétasse sur Snap. Donc, au début de l'interview, et même au milieu sur ton business OnlyFans, t'as parlé d'un nouveau projet, d'un SaaS. Est-ce que tu peux un peu plus développer, expliquer peut-être aux gens qui connaissent pas SaaS ce que c'est? Ouais. Et pourquoi être parti du coup de agence formation et maintenant SaaS? Alors SaaS, c'est Software as a Service, donc c'est en gros un logiciel, une plateforme. C'est pas Sendshort, c'est un SaaS. Un logiciel quelconque, c'est un SaaS, etc., etc. Donc tout ce que tu utilises dans ton business, tu sais pas, tes outils de comptabilité, c'est des SaaS. Okay. Et ce qui est super intéressant avec les SaaS, c'est que c'est de l'abonnement, ça se valorise de malade, c'est détaché de toi. Parce que moi, je sais même pas qui a créé, je sais pas, mon logiciel de comptabilité, je sais pas qui l'a créé, tu vois. Et pourtant, je le paye tous les mois comme un connard, tu vois. Et je suis content en plus. J'ai pas trop le choix, parce que sinon, c'est une galère. Et donc, moi, on me disait depuis longtemps, c'est bien l'infoproduit, c'est bien le service, ça rapporte beaucoup, mais ça a aucune valorisation. Donc, tu pourras jamais revendre. Et ça sera toujours attaché à toi, à ton image, etc. Tu seras toujours obligé de créer du contenu, etc. Ce qui me dérange pas, parce que moi, pour le coup, créer du contenu, je pense que c'est le truc que j'adore. Je le ferais même si j'étais pas payé, tu vois, c'est le seul truc que je continuerai à faire. Et donc on me disait fais un SaaS, fais machin. Je dis mais écoute mec, moi j'ai l'agence, j'ai la formation, j'ai pas que ça à faire, je sais même pas quoi lancer dans SaaS. Et puis j'ai pas envie de lancer un projet juste qui va me prendre du temps, des finances et tout. Juste je vais pas lancer un SaaS pour lancer un SaaS quoi. Et du coup en un an et demi, 2 ans d'OFM, de formation, on a commencé à avoir énormément de feedback de nos clients.
Ok. Il disait putain, OnlyFans c'est mal foutu pour ça. Ouais, bah c'est mal foutu et que veux-tu que je te dise, j'y peux rien quoi. Putain, c'est dommage que Mime n'ait pas ça. Effectivement, mais écoute, si j'étais actionnaire chez Mime, je leur en parlerais. Le fait est que c'est pas, j'y peux rien. Je crois que DJ Snake tout à fait, il est rentré au capital, ouais, tout à fait. Et voilà, j'y peux rien moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, pourquoi je créerais pas ma propre plateforme, mon OnlyFans, un peu moins cher en termes de commission, et puis avec 2-3 features, en corrigeant en fait les petits trucs de merde que tout le monde me dit en mode ça c'est chiant. À ce moment-là, je comprenais pas du tout ce que ça impliquait, tu vois. Et puis après, j'ai fait attends, mais là tu crées une plateforme où il y a du contenu de charme, une plateforme donc pas en no code, faut des équipes de dev, de machin. Mais en fait, je peux pas utiliser Stripe. Donc en fait, là en 6 mois, j'ai eu une flopée de problèmes. Côté des bons problèmes, en vrai c'est super. Mais du coup j'ai lancé ce projet de créer une plateforme comme OnlyFans. Et là c'est sorti. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Demoiselle, et ça sort en mars 2024. Ok, donc on ira checker ça avec... tu feras de la recherche et développement dessus. Exactement, en navigation privée, bien entendu. Non, mais ok, et je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est pas une tendance, je pense que c'est un peu le fil rouge aujourd'hui des personnes qui font au début peut-être... du service d'infoproduit. Et je crois que tu en avais parlé récemment, que ce soit Iman, Yomi Denzel, etc. Ouais, tu en as fait un réel. C'est un peu la suite logique, j'ai l'impression aujourd'hui. En fait, pour passer de 0 à 100 000 euros, tu fais du service, très souvent, donc l'agence, etc., ou du dropshipping pour Yomi. Pour passer de 100K à 1 million, tu fais de l'infoproduit, en enseignant ce que tu as fait pour passer de 0 à 100K. Ouais. Et pour passer de 1 million à 10 millions, tu fais un SaaS que tu proposes aux membres de la formation que tu as vendu pour passer de 100 à 1 million. Et du coup, toi, ton objectif final, c'est la revente du SaaS, très clairement ou... Dans longtemps. Ouais. En fait, moi, je veux faire comme le créateur d'OnlyFans, c'est-à-dire quand c'est au pic du pic, et j'espère avoir la clairvoyance de le voir, je revendrai 75%. Ok. Et je garderai 25%. Et tu penses pas qu'avec ces deux gros mastodontes qui sont OnlyFans et Mime, tu peux avoir des difficultés à scaler le truc parce qu'ils sont tellement connus que... encore une fois, en fait, si tu réfléchis comme ça, dans l'idée, tu fais jamais rien. Non, mais évidemment, c'est... Et moi, encore une fois, je m'inspire beaucoup de Xavier Niel. Pour moi, c'est celui dont je me rapproche le plus, avec la mentalité un peu pirate, un peu on se prend pas au sérieux, etc. J'admire beaucoup. Il a commencé dans le charme d'ailleurs. Et lui, c'était quoi? Les téléphones... Téléphones roses, il avait des sex shops. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, un extrait qui est mémorable. Il est en interview et t'as un mec qui lui dit mais du coup pourquoi les sex shops? Et Kevin il fait écoutez, c'est de l'argent rapide, ça rentre toutes les semaines et puis c'est un business légal et puis il dit voilà c'est modérément fiscalisé. Et t'as l'intervieweur qui dit c'est de quoi modérément fiscalisé et vous déclarez pas? Et là il fait oui c'est ce que j'appelle modérément fiscalisé. Et lui, par exemple, en fait, ce qui lui a permis d'aller défoncer Orange, SFR, etc., qui était une mafia dans la téléphonie mobile et qui pratiquait des tarifs de malade, où on disait, il y a ces gros acteurs, de toute façon, il n'y a plus de place pour personne. Ouais. Il est arrivé avec Free, allez, forfait à 2 €, merci, au revoir, ça dégage. Ouais. Et en fait, moi, je veux faire exactement pareil. C'est arriver et dire, écoutez, on va prendre moins de commissions, on vous écoute plus, on fait des soirées ensemble, parce que, en fait, ce sera sur candidature, demoiselle. Ok, d'accord. Sylvie, 45 ans, elle peut pas s'inscrire. Tout comme Julia, 16 ans, ne peut pas s'inscrire. Oui, évidemment. En fait, c'est dans l'idée, on maximise la rentabilité en n'ayant pas de modèle qui va générer 0 € et qui va nous prendre 5 gigas de stockage, tu vois. Et ça nous permet aussi d'éviter le problème des mineurs qui pourraient s'inscrire sans qu'on le veuille. Donc en fait, on se protège légalement et en plus, on maximise notre renta et en plus, ça va avec notre positionnement de demoiselle, de stature, de premium, etc. De toute manière, tout à l'heure... J'ai eu ce fou rire, mais je trouve que la comparaison, tu l'as très bien faite. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux avoir ce business OnlyFans. Moi, je les vois sur TikTok, sur Telegram, Insta, où c'est des réels où tu te dis, c'est un peu limite quand même, tu vois, t'as pas besoin de faire un marketing aussi poussé, une communication aussi poussée. Je trouve qu'à contrario, toi, t'as choisi cette voie plus luxe entre guillemets dans ton image, comment tu représentes ton business, et je pense, et ça c'est mon avis intérieur, que sur le long terme ça sera bien mieux que si tu passes tout de suite dans la communication extrême, lambeau, meuf, piscine, etc., sous-vêtements et tout. Je trouve que ça, je sais pas ton avis là-dessus, mais ça peut du coup discréditer un peu ton business actuel, tu vois.
les gens peuvent avoir du coup que cette image-là. Ouais, mais encore une fois, en fait, c'est très bien. Faut savoir que ces mecs-là, ils ont toujours un public. Ah, mais ça, évidemment. Et c'est pareil, je disais ça à Delphine qui me posait une question similaire. Et je lui ai répondu, mais en fait, on doit juste prier pour que ces mecs-là, ils me donnent leur argent. Enfin, le marché me donne son argent à moi pour les former et être carré, être pro en France, plutôt qu'à ces mecs-là. Après, voilà, moi, je suis très responsabilité individuelle. Si ton truc, c'est de donner de l'argent à un mec qui est piscine, lambeau, bikini, machin, t'étonnes pas de te faire baiser après. Et si t'es là pour créer un vrai business, tu vas te rediriger vers moi. Tu vois, tu compares les interviews de ces mecs-là et de moi. Bon, déjà, en termes de linguistique, d'intellect, je suis pas là à me sucer la queue, tu vois, mais je pense que je m'exprime mieux, qu'on a un plan différent, tu vois. Pareil, tu remarques en différence d'image. Moi, j'ai déjà mis des filles en avant sur mon compte, avec que je connais, etc. Et en fait, les photos, c'était dans un château, tu vois, à Bouffémont, région parisienne. Les meufs, elles étaient super bien habillées, super jolies, clean, quoi. Et super classe, tu vois. On n'a pas la même vision. Donc, moi, je pense que ma démarche, ma stratégie, en plus, c'est même pas une stratégie, c'est qui je suis, tu vois. Voilà. Sur le long terme, elle rapporte beaucoup plus. Parce que un investisseur, il mettra jamais un M dans ta boîte si tu fais le connard à Dubaï en lambeau, quoi. Ouais, clairement. Aujourd'hui, toi qui as vu cette expansion OnlyFans, on va dire, ça fait partie, je trouve, aujourd'hui intégrante des nouveaux business, mais on parle rarement de mecs dans OnlyFans. Il y en a? Toi, t'en as eu en tant que... Moi, je refuse. Ah ouais, carrément? Ah oui, non, je refuse. Non, mais moi, alors je suis désolé, hein, je dis pas les mecs... Mais il marche quand même, enfin, t'as des échos ou... Il y a Adé Laurent parce qu'il a... Oui, voilà, parce qu'il est très connu. En fait, c'est parce qu'il... on va dire ce qui est, tu vas en parler franchement, il tarot des meufs sur son mime. Oui, des meufs porn star en plus. Donc, voilà, donc c'est ça en fait qui... C'est pour ça que ça marche bien. Et c'est Adé Laurent, tu vois, il a une visibilité de malade. Ouais. D'ailleurs, je suis censé le voir jeudi. Il a une visibilité de malade et c'est pour ça que ça marche. Et tant mieux pour lui. Moi, sur la plateforme Demoiselle, alors je t'aime beaucoup, Adé, mais non, il n'y a pas de mec, tu vois, par exemple. Ok, d'accord. Et dans mon agence, non plus. Est-ce qu'il y a, toi tu dois le savoir, sans citer de nom, est-ce qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qu'on voit souvent sur les réseaux et au final on ne sait pas forcément, mais derrière il y a du mime ou du OnlyFans? Oui. Ouais. Ouais, il y a même plein de meufs qui le mettent pas en bio. Ok. Mais qui genre. Mais comment ils font leur com dessus du coup? Une fois toutes les semaines, pouf, t'as un lien. Ah ok. À 24 heures, c'est pas moi. Ouais, ok. Et puis parce qu'en fait elles ont conscience que ça va aussi leur fermer des portes. Il faut être tout à fait honnête, tu vois. Ouais. Après, est-ce que ça vaut pas le coup de se fermer des portes quand tu prends 200K par mois? Ouais. C'est un calcul économique comme un autre, quoi. Mais c'est ouf, moi je trouve, tu vois, l'argent que tu peux engendrer en tant que femme sur ce genre de plateforme, tu vois, quand t'entends Astrid Nelsia ou ce genre de choses qui sont, je crois, combien? Astrid, elle est à 100K à peu près. 100K à peu près par mois, tu vois. Ouais. Elle peut limite faire que ça, et je crois que c'était Polska sur une interview qui a dit ça en rigolant, ça lui prend 20 minutes par jour, et elle fait je ne sais combien par mois, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi, des fois, enfin, dans ce genre de paroles sur les réseaux, que les gens se disent, waouh, putain, c'est n'importe quoi comme business, où va le monde, etc. Ça, c'est mes préférés, ça, où va le monde. Mais en fait, comme tu as très bien dit au début, c'est que vu qu'on est dans une société où le charme est partout, mec, aujourd'hui, tu regardes des pubs de parfum, ils se font limite l'amour pour du parfum, tu vois, dans des pubs. Donc, je pense que, et même, tu vois, sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, une nana qui danse fera toujours plus de vues qu'un mec qui va faire un contenu éducatif ou un truc cool. L'inégalité d'autant plus si elle danse en petite tenue ou quoi. Ah, bien sûr. Faut pas dire dans les commentaires ouais n'importe quoi. Si c'est vrai, tu regardes les stats, c'est vrai, tu vois. Tu peux te faire aujourd'hui. Moi j'ai été le premier. Des fois je me suis fait sucrer des comptes sur TikTok, bannir des comptes parce que je parlais soit de finance ou des trucs assez précis, etc. Tout en mettant je ne suis pas conseiller financier ou ce genre de truc, tu vois. Fameux disclaimer. Le fameux disclaimer, trop important de le dire de toute façon, tu vois. À contrario d'une fille ou d'un mec, vas-y, pourquoi pas, qui va danser dans une église, là on avait vu ça, ou une fille qui va danser autour de sa piscine, qui est limite en termes de tissu, bah non, ça reste, tu vois. Donc je pense que la pérennité de ton business, en vrai, c'est pas moi qui vais te dire que c'est mal. Non, mais bien sûr, non, mais c'est pour ça que la pérennité de ton business, TikTok, donc c'est Manoa derrière tous les TikTok en fait. Et ok, bon, si on devait finir un peu cette interview, merci en tout cas déjà de ta transparence sur toute l'interview, c'était top. C'est quoi un petit peu les projets futurs? C'est vrai que tu as parlé du SaaS, mais un peu là, sur 2024, quelle est un peu ta vision déjà des choses? Déjà le SaaS, ça sera bien. Ouais. Non,
Moi, pour le coup, j'ai toujours 2 trucs. C'est le personal branding, un business très 4L qui génère du cash avec la formation. Ok. Et en fait, ce business, derrière, il crache le cash flow nécessaire pour alimenter le SaaS, quoi. Ok. Et pareil, le SaaS, c'est un business potentiellement à plus de 10 millions. Ouais. Donc pour moi, c'est devenu limite mon business principal, tu vois. Ok. À terme, Fortumedia, ce sera juste pour former nos agences, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, Fortumedia ne fait que de la formation pour l'agence OF? Parce qu'avant, c'était quoi? C'était business en ligne? Enfin, t'apprenais à monter un business en ligne, c'est ça? 2022, ouais. Ok. Et dans 10 ans, du coup, pour finir là-dessus, tu te vois où? Dans 10 ans. Je sais pas où Personne je suis la semaine peut répondre prochaine. à cette question, de toute façon. Mais c'est quoi un peu... Qui répond à cette question? Jamais personne. Et je crois, dans l'interview que j'ai faite avec Hugo Philippe, il notifiait que Elon Musk, ou un grand, on va dire, de la tech US, avait dit qu'en fait, c'est impossible de répondre à cette question, tu vois. Mais c'est bien de se projeter mentalement, de se dire, ah putain, moi, je voudrais faire ça, ou je voudrais arriver là. Dans l'idée, moi, je ferais de la private equity à fond. J'aurais toujours mon personal branding, ça c'est évident. Et j'aurais, j'espère, mon château en France, quoi. Ah, c'est un peu le... Ah ouais. Le GOAT? Petit château en France. Complètement. Moi, si vous voulez... Plus château que villa, de toute façon. Faire vos plongeons à Dubaï, allez-y, très peu pour moi. C'est quoi ton avis sur Dubaï un peu? Tiens, on va finir là-dessus. Grand bien leur face. Ouais. Je pense que tout est résumé dans cette phrase. Ok. Moi, j'ai pas une haine viscérale pour Dubaï. Je me disais c'est de la merde. On m'a dit mais non, viens, tu vas voir, faut venir à Dubaï. J'y suis allé. J'ai fait bon maintenant je peux le dire. C'est de la merde. Ah, t'as détesté? J'ai pas kiffé. Je comprends pas. C'est pas pour moi. Je comprends les gens qui veulent y aller. Jusqu'à maintenant c'était quand même beaucoup pour frauder la TVA. De toute manière, l'aspect financier, c'est une des premières raisons pourquoi tu pars, je pense. Moi, je l'avais dit en interview que j'avais vu Yomi chez lui et que je lui ai dit, du coup, pourquoi Dubaï, quoi? C'est quoi le truc que j'ai pas compris que t'as compris? Je lui ai dit, c'est le cadre de vie, c'est l'entourage. Il me fait, non, les taxes. Bah ouais. Mais moi, je trouve ça très dommage, en fait, quand t'as fait autant pour être libre et tu te retrouves à être dans une prison dorée pour économiser 20%. C'est pas ta vision des choses. C'est pas ma vision du truc. Et puis en fait, pareil, ce que tu gagnes en impôts, enfin en économie d'impôts à l'instant T, tu le perds en effet de levier. Donc c'est un mauvais calcul sur long terme. Okay. Enfin, faut pas être un fin mathématicien pour comprendre que c'est mieux de rester dans un pays où on t'enlève 40%, mais les 60% qui te restent, tu peux les emprunter x5, qu'à un pays où en fait, il te reste 90%. Mais par contre, du coup, tu peux emprunter, x2, c'était vraiment une grosse tête, quoi. Ok, donc un calcul économique, quoi. Pareil, tu es obligé de rester 6 mois de plus à l'étranger pour que la France te considère plus comme résident fiscal français. Moi, passer plus de la moitié de l'année loin de mes proches, non. Toi, pour l'instant, France? Mais à vie, France. À vie, ouais. Évidemment, on va éviter les coupes-gorges que deviennent nos belles villes, mais pareil, quand tu vois, t'achètes un château, tu payes un mec de sécurité privée et tout machin. Ouais. Et limite, tu vas avec tous tes potes millionnaires, au bout d'un moment, tu fais, alors, vous voyez cette région? On rachète la moitié. Ouais. On construit des châteaux partout. Et puis, en fait, on fait un état dans l'état. On se cotise tous chaque mois pour avoir un magasin, de la sécurité, du machin. Un petit village, comme Oussama veut faire à Dubaï. Exactement. Ok. Et nous, on va le faire de manière civilisée, en France. C'est quoi un peu ta vision sur... Ouais, parfait le timing. C'est quoi un peu, pour finir là-dessus aussi, ta vision sur la France actuelle, sur le pays? J'ai fait une story il y a 3 jours qu'on a marqué beaucoup, où en gros, je disais que la France met une énorme tempête à tous les autres pays en matière de luxe, de culture, de gastronomie, de paysage, tu vois. Genre, on a quand même les Alpes, la mer, la Manche, la Méditerranée, l'Atlantique. On a un désert, tu vois. Enfin, on a un mini désert. C'est absolument incroyable, la France. Et ça serait un paradis sur terre avec une fiscalité quand même sur le commercial légèrement moins élevée et beaucoup moins d'immigration, quoi. Parce qu'encore la fiscalité, vas-y, tu peux t'arranger, y a pas de souci, tu peux optimiser. C'est difficile d'optimiser le fait de traverser la rue sans se faire découper, quoi. C'est compliqué d'optimiser ça. Donc maintenant, franchement, la France, c'est incroyable. Meilleur pays au monde? Il y a un débat. Je te pose la question. Ça se tape avec l'Italie, je pense, un truc dans le genre. Ouais, Italie? Ouais. Ok. Non, l'Italie. Ok, Italie. Bon, Manoa, merci encore de ta venue sur les 24 questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? LinkedIn, Insta? Fortumedia sur Insta, ouais. Fortumedia. T'as un compte aussi perso?
Ouais, mais du coup, il est perso, donc. Ah bah oui, du coup, il est... Toi, le fait que tu l'aies, ça me dérange pas. Mais Et après, t'as un contenu aussi où tu fais pas mal de contenu éducatif. C'est ça, où tu fais des réels, où t'expliques aussi pas mal de choses. Oui, j'ai des reels un petit peu choc pour Musée Galerie, tu vois. Ouais. Pour faire rire dans les brancards. Mais il y a des reels, je pense, qui sont très intéressants. Et sinon, ouais, Telegram, on s'amuse bien aussi. Telegram, t'es dessus ou? Ouais, mais en fait, j'ai un canal. Okay. En fait, je documente ce que je fais plus en profondeur parce que je peux faire des messages vocaux, je peux envoyer des images. Et par exemple, je parle souvent de Demoiselle, par exemple. Ok. Bon, on mettra dans la description de la vidéo, comme ça les gens pourront aller voir. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aller suivre Manoa sur les réseaux, à regarder son actualité. Tout sera en description. Si vous n'avez pas vu la dernière interview avec Antoine Blanco, elle s'affiche juste ici. Ou sinon, vous pouvez apprendre plein de choses sur les réseaux sociaux. Une vidéo que j'ai faite avec Ruben Tayeb, elle s'affiche juste ici. Prenez soin de vous et soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao, ciao.